que j'ai fait lors de congrès Actualité en ventilation. Et c'est de s'intéresser un peu au rôle de l'instillation puis de l'aérosol du NaCl et surtout de voir un peu si le NaCl 9% a un effet sur la sécrétion bronchique. Alors, avant toute chose, on essaie un peu de définir ce qu'est la sécrétion bronchique dans les voies aériennes. Alors, la sécrétion bronchique dans les voies aériennes, elle peut être assimilée en fait à deux phases. D'une part, à une phase, je dirais, qu'on appelle la phase sol, qui est en fait une couche très aqueuse où baignent les cils vibratiles. Et puis, on a une couche plus superficielle qu'on appelle la phase gel, qui est une couche plus visqueuse, qui est en fait la couche de mucus. Alors, l'hydratation de la sécrétion bronchique, elle est surtout liée à un système de pompe ionique. Il faut bien savoir que la muqueuse bronchique va en fait sécréter différents ions, notamment le chlore et le bicarbonate. Et le chlore et le bicarbonate auront pour effet en fait de sécréter de l'eau dans la couche péricilaire, donc la phase sol, et puis d'avoir cette eau qui remonte petit à petit vers la phase gel. L'autre côté, on va avoir cette couche épithéliale qui va en fait aussi absorber le NaCl. Et l'absorption du NaCl va en fait absorber également de l'eau. Donc la régulation, si vous voulez, de la sécrétion bronchique se fait par ce système de pompe ionique et aussi par un système de gradient osmotique. D'une manière générale, si on regarde le mouvement général de l'eau, on va avoir en fait un mouvement aqueux, hydrique, qui va se faire vers le haut, vers la surface superficielle qui est la couche de mucus à phase gel. Alors pourquoi? D'une part, c'est que cette sécrétion hydratée va permettre de maintenir une bonne rhéologie pour la fonction du tapis mucociliaire. Mais l'autre chose aussi très importante, c'est que le mucus dans les voies aériennes va également servir à humidifier l'air que nous inspirons. Donc l'air qui est inspiré va en fait passer dans les voies aériennes. Cet air a des propriétés, a des caractéristiques bien particulières en fonction de la température, en fonction du taux d'humidité que vous avez. Et en fait, il faut bien savoir qu'au niveau de l'organisme, le corps fait tout pour que vous puissiez avoir au niveau alvéolaire une température de l'air inspiré de 37 degrés avec une humidité relative de 100% et une humidité absolue de 44 mg par litre. Ça veut dire que toute la quantité d'humidité qui est manquante dans l'air que vous inspirez va être en fait restituée par la muqueuse bronchique et notamment la couche de mucus. Alors, ça veut dire aussi que ce qui va conditionner la rhéologie de la sécrétion de manière importante, c'est le conditionnement des gaz que vous inspirez, à savoir la température et l'hygrométrie. Il y a évidemment d'autres éléments qui vont influencer négativement, je dirais, cette sécrétion bronchique. Ces autres éléments sont les pathologies, la BPCO, l'asthme, la bronchiectasie, entre autres, mais également la déshydratation de l'organisme. Il faut bien savoir que si vous avez une personne déshydratée, tout le système d'hydratation de la sécrétion se trouve perturbé, puisque vous savez que, comme je disais, l'hydratation, l'eau vient d'abord de la couche épithéliale. De l'autre côté, si on veut agir positivement sur la rhéologie de la sécrétion, on va également pouvoir jouer d'une part sur le conditionnement des gaz, donc en faisant inspirer au patient, et là je pense notamment aux patients sur l'intensif, un gaz qui est humidifié et réchauffé. On a également d'autres éléments qui peuvent modifier cette rhéologie, comme les effets pharmacologiques que vous connaissez bien, comme le mucolytique notamment, les effets mécaniques par l'intermédiaire de certaines techniques de kinésithérapie, ou encore l'hydratation du patient qui va permettre d'hydrater l'organisme et donc de favoriser cette hydratation originelle de la sécrétion bronchique. Alors, maintenant, quelle est la question qu'on peut se poser? C'est est-ce que l'instillation de NaCl 9% où la nébulisation va permettre de modifier cette rhéologie de la sécrétion, va permettre d'hydrater cette sécrétion? Mais là, maintenant, c'est un peu la question qu'on se pose durant ce topo. Alors, avant toute chose, on peut essayer de voir un peu, s'intéresser à quel est l'effet du NaCl sur la sécrétion. Alors, ici, vous avez 3 images. C'est une étude in vitro qui vous montre, en fait, sur des cultures de mucus, l'effet que peut avoir différentes solutions avec un taux de NaCl différent sur le mucus.
on voit que quand on a une solution qui est hypotonique, on va avoir en fait une pénétration, une absorption du liquide hypotonique dans le mucus. A contrario, si on a une sécrétion, pardon, une solution qui est plus hypertonique, vous allez avoir en fait un pompage de l'eau du mucus et donc une sortie de l'eau de ce mucus. Alors ici, c'est une étude qui est in vitro, donc il faut imaginer que sous cette couche de mucus, vous avez également d'autres couches. Donc ici, c'est simplement la couche superficielle qui a été testée. Il est évident que pour les solutions hypertoniques, si on avait eu la couche péricillaire, donc la couche profonde et la muqueuse, on aurait en fait un attrait, une absorption de l'eau de ces différentes couches vers la superficie. Donc l'hydratation du mucus est fonction du taux de NaCl. Alors, il y a des études où certaines personnes se sont amusées, si je puis dire, à mesurer la vitesse d'absorption du NaCl sur le mucus. Donc, d'abord, il faut bien savoir que l'osmolarité du NaCl est de l'ordre de 308 milliosmoles par litre. Et le mucus, en fonction évidemment des pathologies, c'est en moyenne 300 milliosmoles par litre. Alors, l'osmolarité, c'est quoi? L'osmolarité, c'est en fait la quantité de particules actives dans une solution par litre de cette solution, donc les particules qui vont permettre en fait de générer cette osmose. Donc, l'osmolarité ici étant plus importante au niveau du mucus, on va avoir en fait une absorption du NaCl par le mucus. Alors, dans l'exemple qui est montré ici dans ces études in vitro, vous voyez que la vitesse d'absorption est de l'ordre de 3 à 8 microlitres par centimètre carré et par heure. Ça veut dire que c'est une vitesse d'absorption qui est assez lente, si on imagine, nous, dans les situations où nous utilisons le NaCl. Alors, on s'est amusé avec Guillaume Max des soins intensifs à Saint-Luc à prendre des sécrétions, notamment ici une sécrétion qu'on a trempée dans du NaCl, qu'on a enrichi avec du bleu de méthylène. Et puis, on a voulu voir un peu comment cette sécrétion allait se comporter avec ce NaCl enrichi de bleu de méthylène. Pardon. On voit que à H6, H24, H30 et H48, déjà ici au niveau de H24, on voit que la sécrétion commence petit à petit à se colorer de bleu, mais on voit qu'il faut quand même 24 heures pour voir apparaître une absorption de ce NaCl dans la sécrétion. À H48, on a effectivement une sécrétion qui est bien absorbée par ce NaCl. Donc, vous voyez qu'il faut attendre quand même beaucoup de temps pour avoir une absorption du NaCl par la sécrétion. Ici, encore un exemple pour vous montrer l'effet que peut avoir certains mucolytiques sur la sécrétion. Donc ici, c'est une sécrétion où on a mis de l'acétylcystéine. On voit qu'après 10 minutes, même bien avant, on a une sécrétion qui est complètement décomposée. Par contre, quand on baigne la sécrétion dans du NaCl, on a encore, après 10 minutes, une sécrétion qui est bien compacte. Donc, l'instillation de NaCl, si on imagine qu'on instille du NaCl au niveau de la sécrétion, n'a aucun effet sur la rhéologie. Quand je dis aucun effet sur la rhéologie, c'est par rapport au temps où nous utilisons, je dirais, ce contact entre le NaCl et la sécrétion. Il est évident que quand on fait une instillation de NaCl, on ne va pas attendre 48 heures avant d'aspirer la sécrétion. Donc, on voit que sur le temps de contact dans les situations où nous utilisons le NaCl, il y a très peu, pour ne pas dire aucun effet rhéologique sur cette sécrétion. Ici, c'est une autre étude qui a été faite sur un modèle animal où, en fait, ils ont, sur 3 situations. Première situation, ils ont instillé du NaCl dans un tube endotrachéal. Et puis, les 2 autres situations, ils ont fait, en fait, un aérosol de NaCl sur une ventilation spontanée, donc sans tube endotrachéal, et puis une nébulisation de NaCl, sur un tube endotrachéal. Ici, on va plutôt s'intéresser à cette situation-là. On voit que lorsque nous instillons du NaCl, certes, on a une grande proportion, une grande quantité du liquide instillé qui rentre dans les voies aériennes, mais on voit que ce liquide instillé va se localiser préférentiellement au niveau du poumon droit, au niveau des bronches souches, voire des bronches segmentaires droites.
Donc, en fait, on a une localisation de ces sécrétions, qui va, pardon, de ce NaCl, pardon, qui va se faire en fonction de la localisation selon la gravité. Donc, encore une fois, lorsque nous instillons du NaCl, il y a une grosse partie qui rentre dans les voies aériennes, une grosse partie qui va se localiser en fonction de la gravité, et puis lorsque nous aspirons notre NaCl, ben, je pense qu'on récupère une petite partie de ce qui a été instillé, donc avec des risques peut-être d'infection nosocomiale augmentés. Alors, si on fait une mini conclusion sur l'instillation de NaCl 0,9%, on dira que l'instillation de NaCl 9%, au vu de ces études in vitro, pour modifier la rhéologie, il n'y a pas d'intérêt. L'instillation va permettre effectivement, dans certaines situations, de provoquer l'atout. C'est surtout ça qui est recherché par certains. Il faut bien faire attention que provoquer l'atout en instillant du NaCl peut générer certains risques, notamment de désaturation ou de bronchospasme dans certaines situations. Alors, qu'en est-il des aérosols de NaCl et de la sécrétion? Alors, il faut bien savoir que quand on parle d'aérosolisation de NaCl, souvent, très souvent, ce qui est utilisé, c'est le nébuliseur pneumatique pour nébuliser le NaCl chez le patient. Il faut bien savoir que les nébuliseurs, en fonction de la qualité de votre nébuliseur, peut générer des tailles de particules comprises pour les très bons entre 0,5 micromètres et 5 micromètres, sachant qu'il y a d'autres tailles de particules plus importantes. Mais les tailles de particules qui nous intéressent pour pouvoir avoir une pénétration au niveau des voies aériennes, ce sont ces particules qui sont en dessous de 5 micromètres. Je reprends à nouveau le modèle animal, donc où ils ont comparé la nébulisation faite en ventilation spontanée versus nébulisation faite à travers un tube endotrachéal. On voit que lorsqu'on nébulise, il y a très peu de solution ou de volume de la solution nébulisée qui rentre au niveau des voies aériennes, si 0,5% dans notre situation ou 1,8% lorsque c'est un patient avec un tube endotrachéal. Je précise que dans ce cas-là, le nébuliseur était synchronisé à la phase inspiratoire. Autre remarque, c'est que la déposition des particules qu'on administre va surtout se faire au niveau des voies aériennes supérieures, au niveau de la sphère ORL, et on va avoir très peu de déposition au niveau pulmonaire, au niveau des zones cibles, des zones que nous ciblons par cette nébulisation de NaCl 9%. Donc, 0,9%, pardon. Donc, ça veut dire qu'on a une faible déposition au niveau des zones visées par notre acte lorsqu'on fait une nébulisation de NaCl 0,9%. L'autre élément, c'est quel est l'effet de la taille des particules sur la sécrétion. Donc, on a vu que les nébuliseurs pouvaient générer les bons nébuliseurs entre 0,5 micromètres et 5 micromètres. C'est les tailles qui nous intéressent de taille de particules. Donc, ça veut dire que si on imagine 0,5 micromètres de taille de particules pour les très très bons nébuliseurs, on va plutôt se retrouver ici dans cette zone, ici dans cette situation-là. On voit ici dans ce modèle in vitro, modèle animal, que pour pouvoir avoir une pénétration des particules dans la sécrétion, parce qu'en vert ici, vous avez la couche de mucus d'un modèle porcin, vous voyez que pour pouvoir avoir une pénétration après 1 heure des particules dans le mucus, vous devez avoir des tailles de l'ordre de 100 nanomètres, donc plus ou moins 0,1 micromètre. Comme je le rappelle que pour nos nébuliseurs, on se situe plutôt dans ce type de taille, voire des tailles beaucoup plus importantes. Donc, en ce qui concerne la taille des particules, compte tenu des tailles qui sont générées par nos nébuliseurs pneumatiques, on a une faible pénétration des aérosols dans la couche de mucus. Si on regarde maintenant l'effet que peuvent avoir les particules d'aérosol sur la sécrétion, donc ici vous avez donc l'ASL, c'est en fait comment dire, la taille des 2 couches qui déterminent la sécrétion, donc la couche de la phase sol et la couche de la phase gel. Ça veut dire que plus cette taille est importante, plus la sécrétion a absorbé, si vous voulez, du liquide. On voit que pour les solutions hypertoniques en pointillé, après
un certain de nébulisation, ben on va avoir une augmentation de cette couche. Donc, on va avoir vraiment un attrait, un apport liquidien dans ces deux couches qui déterminent la sécrétion. En ce qui concerne les particules de NaCl, on voit ici que les particules de NaCl vont avoir peu d'effet sur la migration hydrique au niveau de ces deux couches de sécrétion. Donc, en ce qui concerne les particules de NaCl, on a un faible gradient osmotique des aérosols de NaCl 0,9%. Donc, pas d'action par rapport à une migration hydrique dans la sécrétion. Autre chose importante aussi, et ça, si vous savez pas, enfin, si vous avez jamais fait l'expérience, je vous invite à faire cette expérience, c'est lorsque vous faites aller un nébuliseur pneumatique et que vous mettez votre main au-dessus de ce nébuliseur, vous allez voir que la température du gaz qui sort de ce nébuliseur, c'est une température assez froide. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une nébulisation, on a tendance à diminuer la température de l'air et la température plutôt du gaz qui est inspiré par le patient. Dans l'humidification, un gaz qui est froid a tendance à moins transporter de la vapeur d'eau. Donc, plus un gaz est chaud, plus il a un potentiel de transporter la vapeur d'eau, plus un gaz est froid, moins il a un potentiel de transporter la vapeur d'eau. Vous allez dire que la nébulisation de NaCl va avoir tendance à diminuer la température des gaz inspirés. Autre élément aussi, c'est lorsqu'on fait une nébulisation, on demande principalement aux patients de respirer par la bouche. En respirant par la bouche, vous court-circuitez tout le système d'humidification et de réchauffement des gaz. Donc, encore une fois, la respiration buccale qu'on va adopter lors de la nébulisation va avoir tendance à diminuer la température des gaz inspirés. Donc, une nébulisation de NaCl diminue de manière importante les gaz inspirés par le patient. Comme je l'ai dit, la température du gaz que vous inspirez, donc ici nous sommes dans les voies aériennes, donc la température du gaz que vous inspirez, en fonction de l'hygrométrie, va en fait définir le taux d'humidité de votre gaz. Comme je disais, plus un gaz est froid, plus son taux d'humidité sera diminué. Je rappelle que idéalement, on cherche à avoir un gaz qui arrive au niveau alvéolaire à une température de 37 degrés et avec une humidité absolue de 44 mg par litre. Donc, le gradient entre la température, entre le gaz inspiré au départ et le gaz à l'arrivée, ce gradient, il va être comblé par quoi? Il va être comblé en fait par votre couche de mucus et par la couche principale, donc la couche superficielle, la phase de gel. Donc, la phase de gel va avoir tendance à perdre de l'eau et donc à se déshydrater. Donc, fort heureusement, il va y avoir un apport de l'eau par les couches inférieures. Mais il faut bien savoir que, comme je disais, le conditionnement de ce gaz va influencer fortement l'hydratation de votre sécrétion, sachant aussi que le temps de pouvoir réhydrater toutes ces couches, ça ne se fait pas de manière instantanée. Donc, lorsqu'on fait une nébulisation, comme je l'ai dit, la température du gaz que vous inspirez va avoir tendance à diminuer. Qui dit température diminuée dit un taux d'humidité également diminué. Et qui dit un taux d'humidité diminué dit que les voies aériennes vont devoir combler de manière plus importante ce gradient entre le gaz inspiré au départ et le gaz que vous avez au niveau alvéolaire. Donc, plus un gaz est froid, plus la sécrétion va perdre de l'eau, donc par évaporation, et plus votre sécrétion risque de s'assécher. Alors, là, je fais référence à ce que m'a dit un médecin lorsque je présentais ce topo, en me disant, mais oui, maintenant, de plus en plus, on utilise l'oxygénothérapie à haut débit. Comme vous savez, ces systèmes à haut débit ont des circuits qui sont réchauffés et qui permettent, avec un humidificateur, d'avoir un apport de gaz chaud et humide au niveau des voies aériennes. Ces systèmes permettent également, maintenant, de plus en plus, d'adapter des nébuliseurs. Le médecin m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas adapter un nébuliseur sur ce système à haut débit avec ces circuits réchauffés? Le problème reste le même, c'est qu'au niveau de la pénétration des particules dans les voies aériennes, il y a une grosse proportion de particules qui va être perdue par l'interface dans le circuit et donc très peu de particules, très peu de pourcentage de particules qui arriveront au niveau des zones cibles.
Donc, en conclusion, si je fais une mini conclusion pour la nébulisation de NaCl, la nébulisation de NaCl pour modifier la rhéologie, ben, il n'y a pas d'intérêt. Comme j'ai dit, d'une part, du fait de la localisation, pardon, du fait de la pénétration faible par le système de nébulisation. D'autre part, par le refroidissement du gaz inspiré qui va donc transporter moins de vapeur. La question va devoir combler cette perte de vapeur d'eau et donc en évaporant plus d'humidité. L'autre chose, c'est que la nébulisation de NaCl pour le confort du patient, comme on peut parfois le remarquer, ce confort peut probablement être dû à l'impaction que vous avez au niveau de la sphère ORL où le patient va se sentir effectivement avec un peu d'humidité dans l'arrière-gorge. La conclusion générale, d'une part, je pense qu'il faut être prudent par rapport à ces mini-conclusions, c'est que principalement les études que je vous ai présentées sont des études in vitro ou des études sur des modèles mathématiques avec les limites que nous connaissons. Si on parle de l'installation de NaCl, dans le cas présent, ces études montrent qu'il n'y a aucun effet sur la sécrétion. Donc, je préconiserais stop l'installation de NaCl dans le but, j'entends bien, de liquéfier ou d'apporter une hydratation à la sécrétion. En ce qui concerne la nébulisation des NaCl, 0,9%, je dirais également stop. D'une part, parce que ça refroidit les gaz que vous inspirez, donc ça va accentuer la déshydratation de la sécrétion. Et d'autre part, parce que les particules de NaCl que vous produisez vont avoir peu de pénétration au niveau des voies aériennes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Bernard. C'était franchement, ça me démotive un petit peu. Moi qui pensais qu'en fait ça quand même pouvait avoir un intérêt, mais tu vois, je me rends compte que pas du tout, même que c'est plutôt l'inverse. Donc, merci de m'avoir éclairé là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, ce que je propose, c'est que, bien voilà, vous avez peut-être vu déjà pour certains qu'il y avait une option chat. Et donc voilà, je pense que c'est une première question que je vais pouvoir vous dire. Mais donc pour tous ceux qui auraient des questions pour Jean-Bernard, n'hésitez pas à les écrire et puis je vais tout simplement vous les lire une par une. Donc voilà, Jean-Bernard, la première question elle nous vient de Rémi. J'ai une question concernant l'utilisation du sérum hypertonique par nébulisation. Donc hypertonique, il précise entre 5 et 10%. Elle semble donc induire une sortie d'eau vers le liquide de surface, notamment dans l'hypophase dans laquelle baignent les cibles vibratiles. Recommandez-vous son utilisation pour quel patient? Donc en gros, est-ce que le sérum salin hypertonique en nébulisation, est-ce que tu le recommandes et pour quel patient? Alors, donc, l'effet effectivement de l'hypertonique, ça sera effectivement un effet osmotique. Donc, on va avoir un pompage, je dirais, de liquide venant dans un premier temps de la couche profonde, hein, donc de la phase sol, et puis venant de l'organisme. Alors, je dirais oui par rapport à cette solution-là, à condition que vous ayez un patient qui soit bien hydraté. C'est évident que si votre patient a des problèmes d'hydratation, ben, la solution hypertonique va plutôt avoir tendance à déshydrater la couche profonde, donc la phase sol. Il faut bien savoir que cette phase sol, je ne l'ai pas dit dans mon topo, est importante. Ça veut dire que dans l'hydratation de cette sécrétion, l'organisme va tout faire pour garder cette phase sol constante, puisque cette phase sol, c'est dans cette phase sol que se situent les cils vibratiles. Si vous avez une couche de cette phase sol qui diminue, vos cils vibratiles ne vont plus avoir d'effet sur le tapis mucociliaire. Donc, il faut que cette phase sol reste avec une épaisseur, avec une profondeur permanente pour pouvoir permettre le battement et le fonctionnement correct des cils vibratiles. Donc, je dirais oui quand vous avez un patient qui est bien hydraté. Faire attention, c'est que la solution hypertonique peut provoquer des bronchospasmes, qu'il y a des risques de bronchospasme, d'irritation. Donc, il faut être très prudent lorsqu'on utilise ce type de nébulisation. On les préconisait de faire un petit aérosol de bronchodilatateur avant l'utilisation de cette solution hypertonique. L'autre chose aussi, faites bien attention avec ces solutions hypertoniques aux voisins. Si vous êtes dans une chambre
une chambre commune parce que les particules peuvent effectivement être inhalées par les voisins et donc certains voisins peuvent ne pas trouver ça agréable. Donc voilà. Super, ça a l'air de convaincre notre ami Rémi. Alors, une autre question de Adeline, qui est d'accord avec toi depuis longtemps. Mais alors, ça, c'est plus une question pratique. Comment est-ce qu'on peut changer les pratiques, aérosol d'hypertonique ou aérosol de N-acétylcystéine? Alors, c'est deux effets différents, hein. Donc, l'hypertonie, comme je disais, va liquéfier entre guillemets la sécrétion en générant un pompage d'eau de la couche profonde vers la couche superficielle. Cette augmentation de l'épaisseur de la sécrétion va avoir un effet, parce que lorsque vous allez générer vos techniques de désencombrement, je dirais que le flux expiratoire aura peut-être plus d'emprise sur la sécrétion, avec évidemment l'irritation et l'atout qui peut être généré par cette solution hypertonique. Alors, l'acétylcystéine va plutôt avoir un effet, lui, de liquéfier la sécrétion plus par la rupture de certains ponts chimiques. Le problème de N-acétylcystéine, c'est que la sécrétion va devenir beaucoup plus fluide et que si vous n'êtes pas certain de pouvoir désencombrer votre patient, vous risquez d'avoir une sécrétion qui descend plus bas par la gravité. Donc, je pense qu'il faut être très prudent quand on utilise ce type de produit. C'est que si vous n'arrivez pas à bien désencombrer votre patient, mais la sécrétion risque, elle, de descendre d'un étage, en sachant que la viscosité de la couche superficielle est également importante dans le fonctionnement optimal du tapis mucociliaire. Donc voilà, donc comme je dis, c'est deux techniques totalement différentes. Si vous êtes sûr et certain de pouvoir désencombrer le patient, peut-être l'acétylcystéine. Si vous êtes moins certain, je pense que la solution hypertonique, avec tous les risques que ça peut comporter, serait peut-être plus adéquat. D'accord. Alors, une autre question, ça c'est bien parce que ça me concerne aussi, c'est par rapport aux prothèses trachéales. La question nous vient d'Ophélie. On nous demande souvent de faire des aérosols de NaCl 0,9% chez les patients qui ont une prothèse trachéale. Est-ce vraiment utile ou au contraire, comme la physiologie normale, on va retrouver un effet d'assèchement? Alors, je pense que ce qui est primordial, c'est éviter l'assèchement. Donc, pour éviter l'assèchement, il n'y a rien à faire, c'est l'humidification des gaz. Donc, la nébulisation dans les prothèses trachéales, alors j'entends bien au niveau de la qualité de la sécrétion, ne va pas modifier la qualité de la sécrétion, risque dans certaines situations même de la péjorer, de générer une déshydratation. Donc, comme je disais dans ma conclusion, je pense qu'il faut arrêter ce type de pratique dans l'idée, si on a cette idée-là, de modifier, j'entends bien, la rhéologie et la sécrétion. Voilà. Donc, je pense qu'il faut anticiper et puis plutôt améliorer l'hydratation des gaz inspirés par le nerf artificiel, notamment si c'est la prothèse trachéale. Alors, une question de François Vermeulen. Est-ce que l'absence d'intérêt du coup de l'aérosol de NaCl 0,9% ne serait pas due au fait que le NaCl de 0,9% est hydrophobe et donc pas d'effet sur la rhéologie? Que la sécrétion est hydrophobe. Pas la sécrétion, que le NaCl 0,9% lui-même est hydrophobe. Alors, quand je regarde les études que j'ai épluchées, alors il y a une étude notamment celle avec la dernière que je vous ai montrée avec la taille des particules. Alors, ils expliquent que la taille des particules va avoir tendance à pénétrer des pores au niveau de la sécrétion. Donc, par rapport maintenant au côté hydrophobe du NaCl, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Alors, dans l'exemple, enfin, je dirais dans la petite expérience qu'on a faite, bon, qui a ses limites évidemment avec le bleu de méthylène,
on a quand même vu que ce NaCl, je ne vous ai pas montré non plus la sécrétion au-delà des 48 heures, mais la sécrétion était complètement, je dirais, noyée, faisait partie même du liquide du NaCl avec le polymethylène. Donc, je ne dirais pas qu'elle est hydrophobe, parce que là, on a vraiment eu un mélange homogène de la sécrétion avec ce polymethylène. Alors, on pourrait peut-être nous critiquer sur le fait que le bleu de méthylène a peut-être modifié la propriété du NaCl, mais par rapport à cet exemple-là et par rapport à la littérature que j'ai pu éplucher, je n'ai pas vu d'informations par rapport à cette hydrophobie du NaCl. Alors, il demande, je pense, oui, mais si tu mets une sécrétion dans du NaCl 0,9%, elle ne se dilue pas après quelques minutes en tout cas. Donc, ça Non. rejoint un peu avec ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Ok, alors on continue. Alors, il y a de nouveau une question d'Adeline, mais là, je vais demander à Adeline de peut-être reposer sa question parce que je ne la comprends pas. Donc, Adeline, si vous pouviez remettre votre question à propos du NA10, risque d'OAP, je n'arrive pas trop bien à comprendre ce que je dois redire. Ok, ensuite on a Lucie Jacquin qui nous demande que penses-tu de l'effet de l'humidification des voies aériennes supérieures, voies aériennes supérieures, la sphère nasale, etc., avec NaCl lors des séances d'inexsufflation pour les patients type SLA, sclérose latérale amyotrophique, souvent déshydratés, respiration buccale, etc., afin d'assurer un plan de glissement des sécrétions. Enfin, d'assurer quoi, pardon, j'ai pas entendu? Plan de glissement des sécrétions. Un plan de glissement. Je pense que, alors Lucie Jacquin, n'hésite pas à commenter si jamais je traduis mal. On se dire si le liquide physiologique fait une espèce de glissoire pour la sécrétion, c'est ça? C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Alors, comme je l'ai montré avec le modèle animal, le problème, c'est que lorsque vous instillez du NaCl, ce NaCl ne va pas, d'une part, se mélanger avec la couche superficielle de la sécrétion, avec cette couche, avec ce mucus. Donc, vous allez avoir en fait un plan de glissement, mais opposé, c'est-à-dire que c'est votre NaCl qui va, lui, ruisseler sur cette couche visqueuse pour atteindre des voies aériennes profondes. Donc, c'est ça le problème. Et ça, c'est pour les voies aériennes inférieures comme pour les voies aériennes supérieures. Alors, donc, au niveau de la sphère orale, tu parles. Oui, au niveau physiologie, en fait. Mais je pense que oui, mais je pense que c'est ça, en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut transposer ce que tu as expliqué pour les voies aériennes inférieures aux voies aériennes supérieures, ou non, en fait, il y a quelque chose un peu différent qu'il faut prendre en considération. Les voies aériennes supérieures, donc, comme je disais, les voies aériennes supérieures ont un rôle d'humidificateur. Donc, quand on dit que la sphère ORL est un humidificateur des voies aériennes, c'est que la sphère ORL va avoir tendance à perdre peut-être plus d'eau, entre guillemets, que les voies aériennes inférieures. Puisque le gradient, grâce à au passage au niveau du nez, va permettre de diminuer les 44 mg et les 37 degrés avec le gaz que vous inspirez. Donc, je dirais que la sphère ORL va avoir un pouvoir d'humidification plus important que les voies aériennes inférieures. Qui dit pouvoir d'humidification plus important dit que la sphère ORL, va avoir tendance à perdre plus d'eau. Alors, heureusement, elle est bien irriguée. Heureusement, cette irrigation va apporter plus d'eau que les voies aériennes inférieures, mais par rapport, je dirais, à l'effet sur la sécrétion des voies aériennes supérieures et de la sphère ORL, je dirais que ça, je pense qu'il y aura encore moins pour moi, il y aurait peut-être encore moins d'effet du NaCl sur ces sécrétions-là. D'accord. Une question encore de François Vermeulen. Si une nébulisation directe sur la trachéo, effet négatif sur cils dû à la température du nébulisat, qui est froid. Et ça a l'air d'être une affirmation. Tout à fait, tout à fait. Donc, le froid va effectivement aussi avoir un effet sur le mouvement ciliaire. Tout à fait. Parfait. Alors ensuite, on arrive chez Posy de Kétenis qui nous dit
C'est parti, un petit peu en dessous, voilà, tac. Je serais intéressé de savoir si le plasma alors je ne sais pas comment je dois le dire, de Quinton ou de Quinton hypertonique à 3% pourrait être intéressant, surtout en cas de congestion spastique, dans les cas de bronchite spastique en pédiatrie, éventuellement avec ajout minime de VTL, plasma de Quinton, sérum marin élaboré par René Quinton, sels minéraux marins plus NaCl. Donc je pense que c'est un petit peu tout ce qui est, tu sais, des préparations un peu toutes faites avec des sels minéraux dedans, etc. Donc la question c'est de savoir du coup si ça pourrait être intéressant dans le cas spécifique visiblement de la bronchite spastique en pédiatrie. Donc est-ce que tu vois, Posy, n'hésite pas à affiner un petit peu ce que je viens de transmettre. Et donc, en gros, c'est est-ce que cette solution qui est un peu particulière, Ouais. voilà, Posy, oui, voilà. Donc, le VTL, c'est le Ventolin. Donc, ce plasma de cap, effectivement, ce sont des solutions qui sont préparées en pharmacie. Il y a différentes marques dont, enfin bref, je ne sais plus exactement les marques, Phytoform peut-être, qui sont toutes des marques originaires de France, dans la région de Biarritz. Ce sont des fosses marines dans lesquelles sont prélevées de l'eau marine avec une très haute concentration de sels minéraux et de sel. Et certains pédiatres commencent à les prescrire. Moi, en tant que kiné ambulatoire, j'ai l'impression que vraiment ça fait un très bon effet osmotique, à condition que ce ne soit pas plus que 3%, avec un peu de Ventolin, avec 3 gouttes de Ventolin, pour éviter l'effet plasmogène de l'hypertonique. Donc, plus en préparation d'une séance de désencombrement, c'est ça? Non, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Donc, dans les aérosols à faire, si l'enfant a 3 aérosols par jour, faire 3 aérosols de cette solution-là, et puis faire le drainage respiratoire. J'ai vraiment l'impression que les mucosités restent de très bonne qualité, notamment avec des dyskinésées ciliaires primitives, des mucos. Ouais. Donc c'est chronique. Ouais, mais donc c'est l'effet des solutions hypertoniques. Donc là, on en revient à nouveau sur l'effet effectivement de pompage et de régulation hydrique de la couche superficielle. Maintenant, il faut bien savoir que, comme je le disais, c'est toujours ce temps de latence pour que l'organisme mette en route ses migrations, d'une part. D'autre part, il faut bien savoir que la couche de mucus, quand on regarde au niveau des voies aériennes, ben, elle a une épaisseur qui est différente en fonction de l'étage où tu te situes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est sous forme d'instillation Aérosolisation. Ouais. Mais comme l'enfant fait ça pendant 3-4 jours et que la kiné est quotidienne, on a le temps, on a cette latence justement de pénétration, je dirais, et du changement de qualité. En tout cas, je vois qu'avec un patient en particulier en DCP, je vois que dès qu'il est collant, si on met ça en place, dans les 2 jours, il y a un vrai changement de qualité de mucus et c'est impressionnant, quoi. Mais donc là, tu es sur effectivement un entretien de la situation. Oui. Mais dans l'aigu aussi, dans les bronchites spastiques, quand on a l'enfant 5-6 fois d'affilée, on sent vraiment un changement, un œdème, je dirais, spastique qui diminue assez rapidement pour faire place à une mucosité beaucoup plus fluide, et on arrive, pour moi, plus rapidement dans une phase grasse. Bon, de ce côté-là, je n'ai pas d'expérience et puis je n'ai pas eu d'informations. Je n'ai pas trouvé d'informations. Enfin, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas eu d'informations à ce sujet-là. Ça peut être une étude intéressante. Ouais, voilà. Tout à fait. Merci pour ce commentaire, Posy. On va devoir, encore 2 petites questions, et puis ensuite, malheureusement, on va devoir terminer, même si les questions fusent. Margot qui nous dit « Bonsoir, instillation de NaCl 0,9% dans une prothèse trachéale en cas de bouchon muqueux. » Est-il donc un peu de ce qu'on avait dit avant, sauf qu'elle demande s'il est préférable de réchauffer du plus légèrement le sérum physio ou pas.
Donc, en fait, ici, l'idée, je pense que ce soit en ébullition ou même en instillation, avec un tout petit peu de liquide pour pas noyer de patient, évidemment. Est-ce que, en fait, il y a du sens à réchauffer le sérum physio ou pas? Le seul sens que j'y verrais, c'est de limiter peut-être le contraste de température et d'éviter certains bronchospasmes qui peuvent être générés par un liquide qui est froid. Mais par rapport, comme je l'ai dit, à la propriété rhéologique de la sécrétion, ça ne va pas, ça va pas la modifier parce que le temps de contact est beaucoup trop court. Le problème, il est là. Et j'entends bien, et je répète, c'est par rapport à la propriété rhéologique de la sécrétion. D'accord? Alors maintenant, je n'ai pas dit que le fait d'instiller, on ne va pas voir le bouchon qui va partir, mais peut-être que le bouchon va partir parce que le patient va tousser, mais en tout cas, l'instillation ne va pas modifier la sécrétion et la qualité de la sécrétion. D'accord. Dernière question, ou avant-dernière, de Ophélie, un dispositif de type Hervo, donc ça c'est plutôt un OptiFlow, hein, ce que tu avais présenté, les humidificateurs à haut débit, est-il plus adapté pour humidifier les voies aériennes? Donc la question c'est par rapport du coup à du NaCl qu'on utiliserait en sérum film en pensant vouloir hydrater. Est-ce que le dispositif Hervo est plus apte à répondre à nos attentes pour humidifier les voies aériennes? Bah oui, parce que là, on va utiliser un gaz qui est chaud, enfin, un gaz qui est chaud, et en plus avec le système d'humidification, bah, effectivement, le gaz inspiré va avoir ou va se rapprocher en termes d'hygrométrie de température de ce qui est recherché au niveau alvéolaire. Maintenant, le NaCl rajouté à ça, bah, le NaCl, les particules des NaCl, ben, comme on a vu, il y a très peu de particules qui vont passer dans les voies aériennes. Donc, je dirais que l'Hervo va avoir peut-être un effet sur la sécrétion plus lié au système d'humidification qui est plus efficace et plus lié, je dirais, au conditionnement du gaz. D'accord. Alors, peut-être une question avec une réponse rapide. Il y aurait-il, donc de Adeline, plus d'intérêt à faire des instillations de N-acétylcystéine que du NaCl09 en cas de bouchon sur sonde d'intubation ou de trachéo? Donc, tu as une trachéo ou une sonde d'intubation. Et la question, c'est est-ce que du coup, si tu as un bouchon, en tout cas la perception d'avoir un bouchon, est-ce que ça a du sens de mettre de la N-acétylcystéine et on oublie le NaCl? Alors, ça aurait du sens. Alors maintenant, je ne sais pas la réaction que peut avoir le N-acétylcystéine instillé directement au niveau des voies aériennes. Ça peut avoir du sens, mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on a toujours ce temps d'action. Alors, ce temps d'action, ce n'est pas un temps d'action qui est instantané. Donc, je vous ai montré là l'exemple après 10 minutes sur une sécrétion. Alors, c'est une sécrétion, il faut encore voir aussi la densité que peuvent avoir les sécrétions, parce qu'on a des sécrétions avec des densités différentes. Mais je dirais, ce qui pêche, nous, dans notre action, c'est ce temps de contact qui est court. C'est ça, en fait, le problème. Parfait. Et alors, dernière question. Selon vous, combien de temps devrait-il y avoir entre la prise de sérum salin hypertonique et la séance de kinésithérapie respiratoire? Bonne question. Bonne question. La dernière. J'ai malheureusement pas de réponse là-dessus. Ah, vous l'avez mis en défaut. Non, j'ai pas de réponse là-dessus. Je pense qu'il faut regarder un peu peut-être dans les études in vitro le temps des expérimentations pour pouvoir voir cette modification de l'hydratation du mucus. Donc, je n'ai pas d'informations de ce côté-là. D'accord. Elle répond oups, mais merci beaucoup. Pardon? Hélène nous répond oups pour t'avoir mis en défaut, mais elle te dit merci beaucoup en tout cas. Pas de souci. Ouais, comme dernière question, c'est vrai que c'est assez vache, hein, mais bon, voilà. Pas de souci, Hélène. Allez, il est temps de terminer la séance. Donc, encore un tout grand merci à toi, Jean-Bernard Michel, et merci à tous pour votre participation. Et puis, du coup, comme je vous l'avez écrit, on va pouvoir retrouver la vidéo sur le site de kinésithérapie respiratoire. Et voilà, encore merci beaucoup, Jean-Bernard, pour ta super présentation et le temps que tu nous as accordé ce soir.
Ben, merci à vous en tout cas. Et puis n'hésitez pas, il y a mon mail qui est sur la présentation. Donc si vous avez des questions plus précises, je réponds volontiers ou on peut de toute façon se skyper si on peut en discuter. Voilà. Super. En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de passer une partie de cette soirée avec vous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, Merci à ciao. vous.